pour savoir comment ils vont aller ensemble pour établir la paix. Il faut encourager ça. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, quant à l'obligation de notification au comité de sanctions de l'acquisition et de la fourniture de certains types d'armes et munitions à la RDC, le gouvernement congolais, à la suite du message de notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, le gouvernement réitère sa demande adressée au Conseil de sécurité par les biens du président du comité de sanctions de lever cette obligation injustifiée, humiliante pour la RDC et perçue, malheureusement, par le peuple congolais et ses dirigeants comme une stratégie d'affaiblir leur pays et de l'exposer à la merci de ses ennemis. Et nous avons cette perception pour les raisons ci-après. Premièrement, le régime de sanctions, vous dites bien le régime de sanctions, a été établi en 2004. Et à l'époque où la RDC était encore divisée en 3 entités dirigées par 3 gouvernements, dont 2 de gouvernements rebelles. Ce régime n'est plus justifié. Depuis les élections de 2006, les pays ayant été unifiés et ayant repris la vie républicaine d'un État normal, dirigé par un seul gouvernement national, élu par l'ensemble du peuple congolais et reconnu par la communauté internationale. On ne peut plus comprendre que le Conseil continue quelque part à traiter le gouvernement congolais comme celui d'un groupe rebelle et terroriste. Contrairement à ce que vous pensez, cette restriction a entamé l'honorabilité et la crédibilité de mon pays sur le plan international. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Il n'y a pas longtemps, moi je suis ministre des Affaires étrangères, je reçois des réclamations, des interventions. Il y a des transporteurs, il y a des banquiers qui ne veulent pas traiter avec nous parce que nous avons la saleté que les Nations Unies ont jetée sur notre pays. Deuxième raison, la RDC est un pays post-conflit qui doit organiser son armée, sa police et ses services de sécurité. Ce qui se passe au Kivu ne finira que quand nous aurons terminé la réorganisation de notre armée. La RDC fait face, vous le savez, en plus, aux forces négatives, au terrorisme islamiste. Elle ne peut pas réussir cette réorganisation ni éradiquer le terrorisme sans avoir la liberté et la facilité de doter ses forces de défense et de sécurité des équipements performants pour accomplir ses missions régaliennes. Aucun État à sa place ne ferait le contraire. Troisième raison, le renouvellement du leadership militaire de la RDC est en cours. Ceux qui suivent savent que le président Tshisekedi a amorcé depuis un temps les changements de leadership militaire dans notre pays. Il n'est pas fondé, il n'est pas juste d'imputer au nouveau chef de la FARDC les défauts et les fautes prêtées à leurs prédécesseurs accusés de collaborer avec les groupes armés. Quatrième raison, la réalité des rapports d'enquête de groupes d'experts de l'ONU et d'autres sources nationales et internationales indépendantes ont établi que les groupes armés en RDC sont approvisionnés en nombre de troupes et en armes, même sophistiquées, que même la MONUSCO n'a pas, qu'elle n'a pas, que ce groupe n'ont pas, par des pays voisins. Soumettre la RDC à l'obligation de notification, c'est-à-dire à la fois, ce serait à la fois l'affaiblir en faveur de ses ennemis, non assujettis, eux, à une telle contrainte et peuvent acheter des armes et donner aux rebelles pour nous combattre. Mais nous, on ne peut pas s'équiper. Cela expose aussi notre pays à un autre danger. Tous les États tiennent au secret défense. Le secret défense pour la RDC n'existe pas, il est sur la place publique, c'est parce que même pour une machette, il faut déclarer. Cinquième raison, la RDC est en guerre dressée
même à travers les fournisseurs, des entraves à la montée en puissance de son armée, notamment avec du matériel de guerre performant, c'est l'affaiblir et la livrer en pâture à ses ennemis. Sixièmement, la RDC n'est ni fabricant ni importateur des armes nucléaires, chimiques ou de destruction massive pour qu'on puisse justifier sa mise sous haute surveillance des Nations Unies. Septième raison, et c'est important, des mécanismes ont été créés au niveau régional dans le cadre du processus de Nairobi et de Luanda et sont déjà opérationnels. Mécanisme ad hoc de vérification, ça existe, avec les Angolais. La force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est existe pour neutraliser tous les groupes armés en RDC. Si le Conseil de sécurité estime que le système actuel de notification n'empêche pas la RDC de s'équiper, de se réorganiser, pourquoi alors le maintenir? À quoi sert-il? On parle de sanctions. Pourquoi sommes-nous sanctionnés? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, si dans la résolution qu'il adoptera à l'issue de cette délibération, il peut plaire au Conseil de sécurité d'arriver à opérer un reconditionnement de la MONUSCO et à lever l'obligation inutile et injustifiée de notification des achats de matériel de guerre qui frappent injustement la RDC, nous aurons toutes les raisons de croire à une volonté réelle de l'ONU de mettre fin définitivement à la crise sécuritaire en RDC et de contribuer à la paix, la stabilité dans la région des Grands Lacs. Personne ne pourra alors avoir rien à reprocher aux Nations Unies. Il est nécessaire d'adopter une résolution d'apaisement plutôt que de surenchère. Je vais terminer. C'est le moment aussi de renouveler l'appel du Conseil de sécurité aux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux d'honorer leurs engagements à financer le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation afin de réaliser ce programme nécessaire à la réinsertion sociale des anciens combattants de groupes armés. Ce qui s'est passé à Nairobi, on en a parlé, je n'y reviens plus. Et je termine. Je voudrais, au nom du chef de l'État et du gouvernement préconisé par la communauté internationale pour la solution de la crise et d'imposer la paix aux groupes armés à l'est de la RDC, je dis bien d'imposer la paix. À cet effet, il est impératif pour le gouvernement de mon pays de reconditionner, je dis bien reconditionner la MONUSCO et de supprimer toutes entraves au renforcement des capacités des forces armées de la RDC. Aussi, l'enjeu majeur lors de la présente session du Conseil de sécurité réside-t-il dans sa capacité d'apporter des réponses adéquates et efficaces à ces deux exigences fondamentales s'il veut réellement mettre fin aux activités de groupes terroristes au Congo et restaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs. Je vous interpelle. S'agissant de la MONUSCO, le Conseil de sécurité ferait œuvre utile de prendre en compte dans ces délibérations ce qui suit. Primo, l'interpellation forte de Congolais qui estiment, à bon droit et au vu de résultats sur le terrain, que globalement, 23 ans après l'intervention de l'ONU, par la MONUC d'abord, devenue MONUSCO, cette intervention n'a pas rencontré des attentes des Congolais et même de la communauté internationale, et sa poursuite sur le mode opératoire actuel ne se justifie plus et ne promet pas de résultats. Sur ce point, je tiens à rappeler, au nom du président de la République et du gouvernement congolais, qu'il il ne peut y avoir ni crise, ni volonté quelconque de rupture entre la RDC et l'ONU. Bien au contraire, notre souci commun est d'améliorer notre collaboration
et la crédibilité des Nations Unies dans la région, dans la gestion de la délicate de cette crise fort complexe. Bien plus, il ne convient pas, en effet, que l'attitude du Conseil lors de cette session soit interprétée, je voulais dire, à tort, comme du mépris et du défi au peuple congolais, ce qui ne rendra service à personne. En tout cas, pour réussir sa mission à RDC, la MONUSCO ou toute autre institution de l'ONU ou même de l'Union africaine a besoin du soutien des Congolais eux-mêmes. Et nous devons travailler à ça. Secundo, il faut tenir compte aussi de l'aveu sincère, courageux, de l'impuissance de la MONUSCO de neutraliser le mouvement terroriste de M23, plus armé qu'elle, aveu qui a été fait par le secrétaire général de l'ONU lui-même, la plus haute autorité politico-administrative de l'ONU, tenir compte aussi de son appel au renforcement des moyens de la MONUSCO. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, quelle qu'ait été l'utilité, sinon la nécessité, l'importance du rôle de la MONUSCO, il faut reconnaître qu'elle a des faiblesses qui doivent être redressées pour la rendre plus efficace et plus utile. Procéder autrement, c'est condamner cet important instrument de paix de l'ONU à l'échec. Certes, les faits que nous avons vécus sont graves et nous ont ébranlés de deux côtés, rassurez-vous. Cependant, et je le dis à Mme Bittou, le chef de l'État lui a dit aussi, le Premier ministre aussi, nous devons, dans la sérénité, la responsabilité, avec moins d'émotion, réfléchir et trouver des solutions qui conviennent pour redresser la barre de la MONUSCO, pour redresser la barre de l'image des Nations Unies au Congo et pour nous permettre, nous tous, de travailler ensemble. En somme, la RDC attend de cette session la clarification par le Conseil de sécurité du mandat de la MONUSCO dans le contexte actuel. Il y a une sorte d'ambiguïté qui ne dit pas son nom, qui couvre ce mandat, qui crée la confusion et peut-être qui aggrave les frustrations. S'agit-il d'une force de maintien de la paix, peacekeeping? S'agit-il d'une force d'imposition de la paix, peacemaking, ou bien les deux à la fois? Cette clarification permettra de redimensionner les attentes vis-à-vis de la MONUSCO. Elle permettra de mieux circonscrire son champ d'action et d'éviter des malentendus et pourquoi pas des procès d'intention sous les glissements du mandat de la MONUSCO vers une sorte de mission politique spéciale, glissement qui risque d'être perçu comme une velléité diriger la MONUSCO en pôle de gouvernance parallèle au gouvernement de la République. Ce serait contre-productif. Il est clair que la préférence de la RDC est de voir la MONUSCO concourir à l'imposition de la paix aux côtés des FARDC et de la force régionale de l'Afrique de l'Est, car le maintien de la paix suppose qu'elle est préalablement rétablie, ce qui n'est pas encore le cas à l'est du pays. Et lorsqu'on dit que la MONUSCO a la mission de sécuriser la population civile, c'est encore de la confusion. Assurer la sécurité de la population civile, c'est contre un danger, c'est contre une menace à l'intégrité physique, menace au patrimoine. Peut-on assurer la sécurité de la population civile sans être en mesure de répliquer une attaque contre la population civile? C'est ça la question de fond. Au demeurant, c'est le renforcement du mandat de la MONUSCO, auquel la RDC appelle, rencontre aussi les attentes des chefs d'État, signataires du communiqué final du sommet de Luanda
en appelant la MONUSCO en appui à la force régionale et au FRDC pour garantir la mise en œuvre du chronogramme prévu. Vous trouverez dans le chronogramme, si la MONUSCO n'a plus d'importance au Congo, les chefs d'État n'allaient pas